Aujourd'hui, c'est Otaku Sataka, Star Princess Sophia. Minasan konnichiwa perfectigium des. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans les fictions, les amnésiques n'ont vraiment pas une vie facile. Bon, c'est vrai que déjà, à la base, ne pas se souvenir de qui on est, c'est pas folichon. Mais en plus, alors que tout ce que demande l'amnésique fictif est de découvrir qui il est en réalité, ou de pouvoir mener une existence tranquille en oubliant, littéralement, son passé, le passant en question vient de rattraper sous la forme d'une tonne d'ennuis, car l'amnésique fictif n'est jamais une personne banale, mais plutôt le Che Guevara se faisant passer pour Lee Harvey Oswald afin de démasquer les commanditaires de l'assassinat de Kennedy. Non, j'ai pas bu. Et je parle des amnésiques sensu stricto, mais il y a aussi les amnésiques qui s'ignorent parce que leurs souvenirs ont été trafiqués. Tu crois être un banal horloger? Ah, en réalité, tu as été formé pour devenir une machine à tuer. Il n'avait pas l'air d'un horloger. Tu penses être un banal employé de bureau? Haha! En réalité, tu es un pirate de l'espace qui a modifié son visage et ses souvenirs afin d'échapper à la justice. Et comme nous allons le voir, même quand l'amnésique en question est une simple lycéenne chétive et timide, son passé, et surtout son avenir, n'ont rien d'ordinaire. Ikuzo! Le film débute par une lumière partant d'une planète pour se rendre ensuite sur la Terre. Et après une ellipse de 5 ans, nous faisons connaissance avec les deux héroïnes du film, Kisaki Himeno et Jun Maekawa. Deux lycéennes qui... Attendez, je me suis fait refiler un truc hentai ou quoi? Non, j'arrive pas pourtant. Elles se font ensuite aborder par deux dragueurs relous. Laissez tomber les gars, je crois qu'elles aiment pas les hommes. Qu'est-ce qui me fait penser ça? Mon intuition masculine? Ils se montrent cependant assistants, et alors que Kisaki tente de calmer le jeu, Jun préfère employer la manière forte. Tu regardes qui, là? Excuse-moi, mec, mais... T'essayes de l'impressionner ou de la faire mourir de rire? Non, parce que dans un cas, c'est un échec et dans l'autre, une réussite. Bref, Jun les met KO, Kisaki s'excuse, et les deux dragueurs relous prennent ça très mal. Ah bah la vache, ça a dégénéré vachement vite, dites donc. Je rappelle qu'ils voulaient juste les inviter au karaoké à la base. Seulement voilà, Kisaki entend leurs menaces, ok, donc elle a une super oui, et s'absente en prétextant un besoin naturel urgent. C'est juste une coïncidence, genre une feuille qui a bruissé sous ses pas? Ou est-ce qu'ils ont rajouté un bruitage pour que son alibi fasse plus vrai et satisfaire leurs spectateurs europhiles? Et au moment où les dragueurs relous tirent, Kisaki s'interpose et attrape la balle à main nue. Ok, donc elle a aussi une super vitesse, d'accord. Non mais c'est quoi ce temps de réaction? Un peu de rigueur dans le montage, bon sang! C'est pas la première fois que je vous fais la remarque en plus! Elle leur donne ensuite la correction qu'ils méritent, avant de transformer leur flingue en baballe. Puis de retourner auprès de Jun. D'ailleurs, au passage, Jun a un temps de réaction encore pire que celui des deux dragueurs relous. En effet, après avoir entendu le coup de feu, elle a pris tout son temps pour se retourner, laissant largement le temps à Kisaki et ses adversaires de poursuivre leur combat ailleurs. Et au passage, cette scène est un festival de faux raccords. D'abord, on a le plan où Kisaki jette la balle avant de tabasser les deux types, puis on a un contre-champ où on a exactement la même action à l'arrière-plan, suivi d'un nouveau contre-champ où Jun disparaît complètement, pour réapparaître au contre-champ suivant. Ta gueule, c'est magique. Et elle part rechercher son ami dans la direction opposée à celle du coup de feu. D'ailleurs, elle a entendu le coup de feu, mais pas la bagarre qui a suivi. On peut pourtant pas dire qu'ils étaient discrets. Mais passons. Kisaki retrouve donc Jun, lui explique que ce qu'elle a pris pour un coup de feu était simplement un pneu qui a éclaté, et on enchaîne sur une conversation qui nous apprend que Kisaki n'a aucun souvenir antérieur à 5 ans. 5 ans...
Pile poil le moment où la lumière venue d'une autre planète est arrivée sur Terre, donc... Coïncidence? On remarque alors qu'elles sont espionnées par un homme-plante carnivore nommé Plandon, et on enchaîne sur la planète Fond Vert, où Deirdre informe Bilna que Plandon a localisé la princesse. Ok, si tu veux, l'essentiel c'est que vous m'ayez compris. De retour sur Terre, Plandon attaque Kisaki, ainsi que la règle des 180 degrés. Fidèle à son habitude, June prend sa défense, mais n'est pas de taille contre le monstre, obligeant Kisaki à utiliser pour la première fois ses pouvoirs devant elle. La règle des 180 degrés, bon sang! Même si la prise était dans le mauvais sens, tout ce que vous aviez à faire c'était l'inverser. De deux faux raccords, choisissons le moindre. En voulant protéger son ami, Kisaki est touché par les fleurs fléchettes de son adversaire qui libère un gaz toxique. Dites-le avec des fleurs, hein? Là c'était des gros mots à mon avis. Elle parvient néanmoins à vaincre le monstre. Mais le plus dur reste à faire, s'expliquer auprès de June qui lui en veut de lui avoir caché sa véritable nature. Abandonné par son ami, Kisaki se rend dans un entrepôt, parce que ça arrange le scénariste, je suppose, où elle est rejointe par les deux extraterrestres de tout à l'heure. Et Binna lui révèle qu'elle est en réalité sa sœur, et qu'elle est la princesse de la planète Crapteur. Comme quoi, son nom terrier était bien choisi, hein. Bah oui, son nom de famille c'est Himeno, et Hime veut dire princesse. Et elle se prénomme Kisaki, qui même s'il n'est pas écrit pareil, est une prononciation d'un autre kanji qui signifie également princesse. Les deux sœurs sont ravies d'être réunies et... Ah ok, donc c'est des vampires de l'espace, d'accord. Elle a une dent contre sa sœur, elle est mordue d'elle, elle a les crocs... Ah là 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 là, tellement de jeux de mots pourris possibles à faire. Car en réalité, Binna a fait un coup d'état sur la planète Crapter et convoite une arme légendaire qui lui permettrait de conquérir l'univers et dont Sophia est la seule à connaître la cachette. Évidemment, son amnésie pourrait constituer un obstacle, mais elle retrouve la mémoire en s'emplafonnant un mur grâce à la bonne vieille thérapie du coup sur la tête. Thérapie qui, comme chacun le sait, a été expérimentée pour la première fois par Obélix en 50 avant Jésus-Christ. En plus, c'est dingue ça, dans les fictions, il suffit qu'un amnésique se cogne la tête pour retrouver aussitôt la mémoire. Alors? Non, rien. Continue de taper, je me rappelle toujours pas où j'ai mis mes clés. C'est même à se demander ce que les médecins attendent pour soigner Alzheimer comme ça. Décidée à les combattre, Sophia se transforme... en un cosplay raté de Power Girl. Avec en prime un gant déchiré qu'une fois qu'on l'a remarqué, on voit plus que ça. Et une petite seconde. Costume blanc, cap rouge, bottes bleues. C'est le même code couleur que la tenue de Panoramix. Tout se recoupe. Malheureusement, elle est victime de l'effet retard du gaz empoisonné de Plandon et se fait battre par un monstre aquatique nommé Sibir qui l'attaque à coups de fruits de mer. Dois-je en conclure qu'il a des oursins dans les poches? Et c'est à ce moment-là que le réalisateur en a eu marre que cette cape trop longue l'empêche de filmer les fesses de son héroïne. La preuve, sauf au raccord. Pendant ce temps, à Veracruz... Ah, alors en plus, Sophia peut appeler à l'aide par télépathie. Super oui, super vitesse, super force, télépathie... Est-ce qu'on pourrait avoir la liste des pouvoirs qu'elle a pas? Je pense que ça ira plus vite. Accours vers la princesse de l'espace, viens vite, viens pour l'aider. Mais telle une carabinière d'Offenbach, June arrive trop tard et n'a que le temps de voir les vampires de l'espace se téléporter avec son ami. Scénaristiquement parlant, la scène n'est cependant pas complètement inutile, puisqu'elle permet aux vampires de l'espace de connaître l'existence de June et ses liens avec Sophia, mais en attendant que ça serve dans l'intrigue, Sophia est prisonnière des vampires de l'espace, qui, maintenant qu'elle a retrouvé la mémoire, ont l'intention de la torturer pour qu'elle leur révèle la cachette de l'arme légendaire. Qu'est-ce que tu as l'intention de faire avec ce thermomètre rectal géant au juste? Ah ok, c'était pas un thermomètre rectal, ok. J'aime mieux ça.
Et je crois que tout bien pesé, Sofia aussi d'ailleurs. Elles finissent quand même par réaliser que torturer quelqu'un à mort pour obtenir des renseignements peut vite s'avérer contre-productif, et qu'il serait donc beaucoup plus efficace de torturer son ami devant elle à la place. Et d'ailleurs, pendant ce temps-là, June est bourrelé de remords pour avoir abandonné son ami et se sent responsable de son enlèvement. C'est à ce moment que Deirdre apparaît devant elle et... Ah mais bon sang, mais c'est quoi ces temps en réaction d'une heure à chaque fois? Bah tu vois, j'ai des petits problèmes de connexion ce soir, Salagamore. Deirdre apparaît devant elle, donc, et propose de la conduire jusqu'à son amie qui est prisonnière. Tiens, d'ailleurs, maintenant que j'y pense, pourquoi Sophia n'appelle pas à l'aide par télépathie cette fois? Les appels longue distance n'étaient pas inclus dans son forfait? Une fois sur place, June a un plan infaillible pour délivrer son amie, battre les deux vampires de l'espace à main nue. Infaillible? Ok, à la réflexion, il y avait peut-être une ou deux failles dedans. Une ou deux. Ouais. Faille 1. Les adversaires sont des vampires de l'espace avec une super force. Faille 2. T'es une humaine sans super force. Et en voyant sa meilleure amie en danger, Sophia retrouve sa super force sous l'effet de la colère et brise ses chaînes. Ah bah elles espéraient obtenir des résultats en torturant son ami devant elle, bah elles ont eu un résultat. Tu l'avais prévu ça? Merde! Les vampires de l'espace tentent de s'enfuir, mais Sophia se lance à leur poursuite, défait Sibir avec une facilité déconcertante. Ah, tu fais moi le malin sans tes oursins, hein? Puis s'attaque à Deirdre. Eh mais attends, j'ai pas envie de servir de bouclier humain, moi! Profitant de ce que Sophia est sous le choc d'avoir accidentellement tué sa sœur, Deirdre la mort, et lui met plein de rouge à lèvres sur le bras au passage, et en profite pour lui révéler que le deuxième effet qui se coule de sa morsure est de transformer ses victimes en vampires malfaisantes, permettant à Sophia de comprendre que c'est ce qui était arrivé à sa sœur. Ce qui au passage permet un assez bon retournement de situation, puisque jusqu'à présent on avait plutôt l'impression que c'était Bilna la méchante principale, tandis que Deirdre n'était que la sous-boss. C'est tout juste si on avait eu un bref passage laissant supposer que Bilna n'était pas vraiment dans son état normal, afin que ce retournement de situation ne sorte pas complètement de nulle part. Après, on pourrait se demander pourquoi Deirdre n'a pas tout simplement transformé Sophia en vampire dès le début pour qu'elle lui révèle où était cachée l'arme, mais bon, vu sa personnalité, on admet sans problème qu'elle ne voulait pas se priver du plaisir de la torturer avant. Puis de toute façon, le deuxième effet qui se coule de sa morsure doit être à retardement, puisqu'au lieu de se transformer en vampire, Sophia active son power-up... Tu sais quoi, Sophia? Une fois que tu seras remontée sur le trône, la première chose à faire, c'est virer ta costumière. Et elle triomphe de Deirdre en 2 baffes. C'est d'ailleurs un problème récurrent dans ce film. Sophia bat tous ses adversaires en 2 baffes. Du coup, on a l'impression que s'ils arrivent à la mettre en difficulté avant, c'est uniquement parce qu'elle voulait pas les vexer. Ah, la petite chauve-souris va passer. J'ai quand même du mal à croire que le réalisateur n'ait jamais envisagé une seule seconde que les spectateurs seraient morts de rire en voyant cette scène. Deirdre morte, Bilna retrouve sa véritable personnalité. Sophia a donc gagné cette bataille. Malheureusement, maintenant qu'elle a retrouvé sa sœur et sa mémoire, elle doit assumer son rôle de princesse, et après avoir fait ses adieux à June, elle retourne sur Crapter pour poursuivre la guerre contre le peuple de Deirdre. On pourrait donc penser que le film va se terminer sur cette conclusion un peu douce amère, mais un an plus tard, June retrouve Sophia, qui lui annonce que maintenant que la guerre contre le peuple de Deirdre est terminée, elle a confié le trône à sa sœur pour pouvoir retourner sur Terre et auprès de son ami. Korede Owarida. Bon, l'intrigue n'est pas révolutionnaire, mais j'ai quand même bien aimé ce film. En grande partie pour la relation d'amitié entre les 2 personnages principaux qui est en toile de fond du film et qui est parfaitement gérée. Personnages principaux qui sont en outre très sympathiques et attachants, en particulier Sophia pour sa personnalité exagérément gentille, pour ne pas dire naïve. Et on a même droit à une petite surprise sur qui est la véritable méchante principale de l'histoire. On passe donc un bon moment, même si ce n'est pas un film inoubliable. Janet!
Eh mais du coup il y a une incohérence là. 13 aurait dû retrouver la mémoire à ce moment-là.